Et quel plus beau symbole d'unité et de rassemblement qu'une grande fête, insolente et somptueuse, pour célébrer l'entrée dans ce nouveau siècle que l'on numérote pour la première fois. L'époustouflante exposition universelle de Paris, qui ouvre ses portes en avril 1900, a l'ambition d'être le phare auroral du XXe siècle, comme le clame fièrement la plaquette de l'événement. Rien n'est trop beau ni trop grand pour fêter un avenir que la République voudrait resplendissant. Un avenir dont la porte d'accès se serait installée au pied des Champs-Élysées, près de la place de la Concorde. Une porte monumentale de 45 mètres de haut, surmontée d'une statue de Parisienne qui ouvre ses bras à l'univers tout entier. Au bas de la porte, 16 guichets sont conçus pour accueillir plus de 60 000 visiteurs à l'heure. Une fois franchi la porte, le visiteur découvre un espace de plus d'une centaine d'hectares qui court de la place de la Concorde à l'esplanade des Invalides et du Trocadéro au Champ de Mars, ainsi que le long des berges de la Seine. Paris a vu plus grand et plus beau que lors de toutes les expositions universelles précédentes, et notamment celles de Chicago et de Bruxelles, qu'il s'agit de surpasser. Le succès populaire est au rendez-vous. Des dizaines de millions de visiteurs vont se presser pour découvrir l'exposition. Un journaliste s'exclame dans un grand quotidien. Dans toutes les gares, c'est l'affolement. Chaque train dégorge sur les quais des flots de visiteurs. Les uns déversent des échantillons de nos 86 départements. Les autres amènent de plus loin les accents les plus bizarres et les accoutrements les plus inattendus. Des visiteurs des provinces de France et du monde entier, qui grâce au nouveau pont Alexandre III, peuvent rejoindre depuis les Invalides le Grand Palais, construit pour l'exposition, et découvrir son impressionnante verrière. Une promenade sur la Seine en direction du Trocadéro permet de longer la rive gauche du fleuve rebaptisée la rue des Nations, où l'on découvre les étonnants pavillons éphémères des pays invités à Paris. C'est l'Europe et le monde entier qui défilent tout à coup le long des quais. États-Unis, Norvège, Grande-Bretagne, Serbie, Russie, Allemagne. Parvenus sur l'esplanade de l'ancien Trocadéro, on déambule dans les pavillons exotiques des colonies françaises d'Algérie et de Tunisie. Face au Champ de Mars, où trône majestueuse la Tour Eiffel, vestige de l'exposition universelle de 1889. La grande innovation de l'exposition, c'est la rue de l'Avenir. Un trottoir roulant mécanique de 3 km, perché à 7 mètres au-dessus du sol, qui permet de rejoindre les différents espaces de l'exposition à 8 km à l'heure. Une attraction étonnante qui fascine et amuse le public. Parmi les milliers de stands de l'exposition, ce sont ceux des pionniers du cinéma qui ont le plus de succès. Et notamment le stand du Phono Cinéma Théâtre, où l'on peut venir voir et entendre les vedettes du théâtre et du music-hall, filmées et enregistrées pour la première fois. Sur les rares cylindres de cire qui nous sont parvenus, on peut notamment entendre le comédien Coquelin l'aîné jouant une des tirades les plus célèbres de Cyrano de Bergerac, la pièce que vient d'écrire Edmond Rostand. Élégant comme Céladon, fragile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. La grande Sarah Bernard, l'actrice la plus célèbre et la plus aimée de l'époque, joue Hamlet de Shakespeare, pour le plus grand bonheur de ses admirateurs. Dans les derniers jours de l'exposition, qui a duré plus de 6 mois, une pointe de nostalgie saisit les Parisiens,
comme cet homme qui a voulu garder une trace écrite de ce qu'il a alors ressenti. On se souviendra avec joie de cette prodigieuse fête. On lui sera reconnaissant des leçons qu'elle nous donna, des inoubliables spectacles de beauté dont elle fut pleine, et de l'impression profonde qu'en emportent avec eux les étrangers qui en furent témoins. Alors, pour marquer ce grand succès et la fierté française retrouvée, le président de la République, Émile Loubet, offre à tous les maires de France, le 22 septembre 1900, dans le jardin des Tuileries, un grand banquet. « 23 000 d'entre eux feront le déplacement pour fêter la France resplendissante et sa République. Près de 25 000 convives, 3 000 cuisiniers et serveurs, 10 km de nappes, 2 500 poulardes, 40 000 bouteilles de vin, 125 000 assiettes, 55 000 couteaux, fourchettes et cuillères. Pour clôturer dignement la plus belle exposition jamais imaginée, le gouvernement organise tout simplement le plus grand banquet du monde.